Le président de la République s'envole ce soir pour New Delhi en Inde, une visite officielle qui intervient au moment où les relations entre le Mali et ce pays connaissent un essor considérable. Malam Bakay Sagna, le président bissau-guinéen, n'est plus. Il est décédé aujourd'hui à Paris à l'âge de 64 ans. Élu président en juillet 2009, il avait pris la tête d'un pays politiquement très instable. Le magazine Santé du jour s'intéresse à la santé et à la mortalité maternelle. Le sujet préoccupe toujours en Afrique au sud du Sahara. Les dernières statistiques au Mali parlent de 464 décès pour 100 000 nouvelles naissances vivantes. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, ce communiqué à l'occasion du voyage à New Delhi en Inde de son Excellence M. Amadou Toumani Touré, président de la République. Dans le cadre d'une visite officielle, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le lundi 9 janvier 2012 les membres de la délégation présidentielle. À 22h40, les membres des corps constitués désignés à 23h. Le décollage de l'avion est prévu pour 23h40 minutes. Une délégation des ressortissants maliens rapatriés de Libye a été reçue ce matin en audience au palais de Koulouba par le président de la République, conduite par son porte-parole Mohamed Ag Akli et composée de notables de Ménaka. La délégation était venue remercier le chef de l'État pour toute l'attention qu'il ne cesse de porter aux Maliens de retour de Libye. L'audience s'est déroulée en présence du haut commandement de l'armée, composé du chef de l'état-major général des armées et des chefs militaires. Voyons le reportage de Omar Kourissi. Au-delà des remerciements, la délégation était venue faire allégeance au chef de l'État en lui signifiant qu'elle se mettra entièrement et exclusivement au service du Mali. Car rien ne doit arrêter l'élan de développement qui est enclenché au Mali. Tous les enfants du pays doivent se retrouver pour accompagner ce processus, puisque le Mali est un bien commun qu'il faut préserver. Nous sommes les enfants du Mali, nous sommes des Maliens, nous resterons Maliens et nous sommes engagés avec eux dans le combat pour le développement. Nous sommes à la disposition de notre patrie. Nous ferons ce qu'elle fera de nous. Ce que nous avons aussi est à elle. Nous aussi, nous lui appartenons. Le président de la République a souhaité la bienvenue à la délégation et a manifesté sa volonté de poursuivre le dialogue avec tous les citoyens maliens partout où ils seront. C'est une responsabilité que ses fonctions de chef de l'État lui confèrent et il l'assume entièrement. Je suis venu en patriote qui est rentré chez lui pour vivre en paix chez lui, en toute dignité et en toute sécurité, en symbiose avec tous les autres Maliens. Donc, le président m'a reçu et j'en ai été vraiment satisfait. Ce à quoi je m'attendais, c'est ce que j'ai vu. Cette fierté d'être Malien, je l'ai retrouvée et j'en suis vraiment très content. Une commission technique composée de chefs militaires sera bientôt mise en place. Elle rencontrera dans un bref délai les rapatriés de Libye pour recenser les problèmes afin d'y apporter une solution. Après Koulouba, la délégation sera reçue sur l'initiative du président de la République à l'Assemblée nationale, au Haut Conseil des collectivités, au ministère de l'administration territoriale et au Haut commandement de l'armée. Objectif, faire d'amples connaissances avec les plus hautes autorités du pays. Marcel Rouda-Singwa a été aussi reçu en audience par le président de la République. Le représentant résident de l'UNICEF au Mali en fin de mission est allé remercier le président Amadou Toumani Touré de l'hospitalité malienne et de l'accompagnement des autorités dans l'accomplissement de sa mission. Notre reporter Salimata Dao lui a tendu son micro à sa sortie d'audience. Aujourd'hui, je suis venu pour un double objectif. Bien sûr, de lui souhaiter encore une fois les meilleurs vœux du nouvel an, mais aussi de lui parler de mon départ très prochain parce que je suis en fait de mission. Donc je suis venu pour le remercier pour tout l'appui que j'ai pu bénéficier, auquel j'ai pu bénéficier ici au Mali, à travers sa personne, à travers son gouvernement, à travers la population malienne, mais aussi tous les acteurs au développement. Le travail de la représentante de l'UNICEF au Mali est un travail qui donne plaisir. Il donne plaisir parce que le pays est engagé pour l'enfance. Le pays a compris depuis longtemps, en accompagnant non seulement les initiatives de l'UNICEF, mais aussi en adoptant
les actions concrètes pour le bien-être de l'enfant, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection des enfants, tout ce qui touche le bien-être de l'enfant, même dans la participation des enfants, il y a des actions concrètes qui sont utilisées aujourd'hui par mon institution comme des exemples concrets dans la région, au niveau mondial, de comment on peut s'occuper des enfants dans un pays comme le Mali. Donc le Mali sert pour nous des bases importantes pour notre travail en tant que l'UNICEF. L'enfant, c'est l'affaire de tous. Je pars donc avec cette satisfaction que nous avons impulsée grâce à la disponibilité et l'engagement des autorités, l'intérêt de tout faire pour les enfants dans ce beau pays. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République s'envole dans quelques instants pour l'Inde pour une visite officielle de 3 jours. Amadou Toumani Touré, accompagné de son épouse et d'une forte délégation d'une quarantaine de personnes, dont 6 ministres, aura des contacts de haut niveau et visitera plusieurs sites. Cette visite du chef de l'État en Inde intervient au moment où les relations entre les deux pays connaissent un essor considérable, comme en témoignent de nombreuses réalisations déjà effectuées ou en cours. Clin d'œil de notre envoyé spécial, Sori Ibrahima Keita. La République de l'Inde, pays d'Asie méridionale, est incontestablement digne d'intérêt. Avec une superficie de 3 300 000 km² environ et une population d'1,2 milliard d'habitants, elle affiche un des taux de croissance les plus élevés au monde. 6% en 1990, 9% en 2005 et 7% depuis 2008. Malgré la crise financière mondiale, du coup, elle devient un des principaux moteurs de l'économie mondiale. Et d'où sa prospérité mondialement reconnue et nullement entamée par la corruption et la pauvreté, devenus des chevaux de bataille prioritaires des autorités, dont la crédibilité se mesure désormais à l'aune de la stabilité des institutions du pays, comme l'atteste la longévité du chef du gouvernement qui gère le pays depuis 7 ans. L'agriculture occupe plus de 50% de la population et fournit 18% du PIB d'un pays qui a doublé sa production agricole depuis 1950. Cela grâce à l'irrigation développée, à l'utilisation des engrais et semences améliorées. Le président visiteur n'en demande pas mieux. Lui qui entend concrétiser la mécanisation de l'agriculture de son pays agropastoral avec la conviction effectivement qu'il n'y a pas de grandes ambitions sans les grands moyens. Les obtiendra-t-il avec le partenaire indien? Celui-là qui a déjà ouvert bien des chantiers au Mali pose de la première pierre de la sidérurgie de Tiamfala le 26 décembre dernier. Inauguration de l'usine de tracteurs de Samaya le 24 avril 2009. Tout cela dans le cadre du transfert des technologies. Déjà le 19 novembre 2007, le Mali achevait la réception de ses 28 wagons, 3 locomotives du train Made in India pour relancer le trafic Dakar-Niger. On comprend alors l'importance de la délégation présidentielle. Une quarantaine de membres, dont une demi-douzaine de ministres pour visiter un pays qui comprend 28 États et 7 territoires. Ce sera certainement à pas de charge et sous une température vacillant entre 3 et 17 degrés de ce lundi à jeudi. La radio thématique Voix des jeunes du projet Jeunes a été inaugurée ce matin à Kita. Le complexe est composé d'une radiodiffusion, d'une salle informatique et d'un espace de jeu. La radio est un don de l'UNICEF au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le reportage de Boubacar Sissoko. Une radio, une mission. Donner la parole aux jeunes pour leur plein épanouissement, c'est l'idéal qu'apporte désormais la radio Voix des jeunes qui vient de naître à Kita. Sise à la maison des jeunes, ce complexe radio et cyberespace, jeux et de loisirs est que pour son utilisation optimale, les messages et discussions qui doivent se dérouler sur cette radio doivent porter sur tous les aspects du développement qui affectent l'enfant et le jeune.
je veux parler de l'éducation, je veux parler de la santé, je veux parler de la protection, de l'égalité de genre, de l'environnement, y compris les problèmes de climat et des catastrophes, et bien sûr les problèmes d'emploi. Cet outil de communication permettra à la jeunesse de Kita d'être mieux édifiée sur la pandémie du siècle, le sida. Les thèmes qui seront abordés permettront à la jeunesse de connaître tous les aspects de la transmission du VIH-Sida. La voix des jeunes est également une turbine d'expression et de divertissement de la jeunesse. Le VIH est une menace sérieuse. Elle l'est davantage pour la jeunesse qui y paye le plus lourd tribut. Au regard des multiples facteurs de vulnérabilité, parmi lesquels le déficit communicationnel, le déni du VIH-Sida et la démultiplication des risques comportementaux en milieu jeune. Les jeunes doivent donc exécuter à la lettre les conseils prodigués afin d'adopter un changement de comportement positif. L'occasion a été saisie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keita, en direct sur l'antenne de la nouvelle radio, des jeunes d'appeler la jeunesse à la citoyenneté afin de voter massivement lors des élections en 2012 et de relever le taux de participation dans les urnes. En plus de la radio, le complexe comporte également une salle informatique équipée de 5 ordinateurs et autres accessoires. La page politique de cette édition avec la tenue à Yanfolila des assises de la conférence régionale de la convergence pour le développement du Mali CODEM. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs du congrès du parti qui doit se tenir les 17, 18 et 19 février prochains à Sikasso. Les membres du bureau national de la CODEM et quelques délégués des partis unis pour la République ont pris part à la conférence. Envoyés spéciaux, Diemba Moussa Konaté et Aboubakar Traoré. C'est avec liesse que les populations de la commune rurale de Ouassoulou-Balé et environ ont accueilli ce dimanche les membres du Bureau national de la convergence pour le développement du Mali CODEM. Cette délocalisation de la conférence régionale au niveau cercle par le parti de la Kenouille revêt une importance capitale selon les premiers responsables de cette formation. Au cours de la concertation, les responsables de la CODEM ont échangé avec les militants de la base sur la vie du parti et sur les grandes préoccupations des partis unis pour la République pure pour les élections générales de 2012. Les représentants de Sénas Faso Here, du RPM et de Yéléman sont venus apporter leur soutien fraternel à la réunion. La nécessité du tournant générationnel, c'est-à-dire que 2012, une nouvelle génération d'hommes politiques prennent la tête de ce pays. C'est très important pour le Mali, c'est très important pour son avenir. Si cela est, c'est une chance extraordinaire pour le Mali de connaître le vrai changement que nous aspirons tous. Ousseini Amionguindo pense qu'il faut poursuivre les actions de développement entamées par les premiers présidents de la République du Mali. Les régimes passés ont bien travaillé. Il y a eu beaucoup de satisfaction. Certes, en 10 ans, en 20 ans, on ne peut pas satisfaire tout un peuple. D'abord, nous saluons la clairvoyance du président Alpha Oumar Konaré, qui, je me rappelle, en 2002, disait que son souhait, c'était une course de relais et que celui qui prendrait le relais après lui soit aussi un bon coureur. Et nous avons compris que, effectivement, Amadou Toumani Touré a été un bon relayeur. En 10 ans, il a fait beaucoup. Nous condamnons que les gens ne fassent seulement ressortir les insuffisances. Il y a aussi des réussites. Nous nous inscrivons dans la continuité. La CODEM compte aujourd'hui plus de 1000 conseillers, 28 maires et 8 députés. Les militants du parti estiment que le changement est possible à travers la préservation de certaines valeurs républicaines, telles que le respect de la chose publique, l'égalité des chances, ainsi que le respect des lois de la République. Rentrée politique de la section Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA Faso Djigui de Yélimane. C'était hier dans la commune de Tambakara. La cérémonie était présidée par Bokar Moussa Diarra, président de l'UMRDA Faso Djigui de Caille. Le reportage de Kansoutou Kanouté. En organisant cette rentrée politique 2012 à Tambakara, la section UMRDA Faso Djigui de Yélimane veut mettre en ordre de bataille en ce début d'année 2012 l'ensemble des militants et militantes pour les échéances électorales qui se préparent. L'élection présidentielle du 29 avril et les élections législatives de juillet avec un regard sur les élections communales de 2014. Tout le monde sait que 2012,
est une année électorale importante dans le pays et la section de Yélimane est une section pilote dans le dispositif de notre parti. Alors nous sommes venus nous accorder avec les militants pour discuter, partager avec eux et transférer les consignes du parti à toutes ces instances. L'espoir que nous fondons sur la rencontre d'aujourd'hui, c'est que certainement à l'issue de la rencontre, nous serons tous en phase. Yélimane sera prêt pour les élections et nous espérons qu'elle va s'assurer la victoire au niveau de la circonscription ici. Selon Bassirou Diarra, secrétaire général du Bureau politique national, la politique est une question de conviction, d'engagement militant et d'un travail de proximité. Dans le cercle de Yélimane, nous avons bien compris ces trois exigences en matière de politique. En effet, d'un parti presque inexistant dans le cercle de Yélimane en 1999, notre parti, sans grands moyens, n'a cessé de progresser électoralement pour devenir aujourd'hui une des principales forces politiques du cercle de Yélimane. A rappeler que la famille UMRDA Fassodigui s'est agrandie au cours de cette rencontre avec de nouvelles adhésions de membres de certains partis politiques tels que le Parena de Korompo, de Mantia, de Kirane, le PCR dans la commune de Marikafo, l'URD de Gori, plusieurs associations féminines et de jeunes de Djonkaga, Crémis, Kirane, Kanyaga. À noter la présence des représentants de l'ADEMA et de l'URD venus répondre à l'invitation de l'UMRDA Fassodigui. Après la réunion, Bokar Moussa Diarra, président du parti UMRDA Fassodigui, a procédé au lancement de la 7e édition de la Coupe de football UMRDA Fassodigui en remettant des équipements sportifs composés de ballons et de maillots aux jeunes des 12 communes du secteur de Yélimane. Et l'Union pour la République et la démocratie URD a tenu sa 7e conférence régionale statutaire à Gourmara-Rousse, en 6e région. Le candidat du parti Soumaïla Cissé, accompagné des membres du bureau exécutif national, a rassuré les militants de la tenue régulière des élections. Les participants ont exprimé des besoins en moyens financiers pour l'animation des différentes structures à la base. Yehia Tandina. Cette 7e conférence régionale des sections IRD à Gourmara-Rousse est la dernière dans la région de Tombouctou avant la tenue des prochaines élections présidentielles d'avril 2012. La présence du candidat du parti Soumaïla Cissé, accompagné d'une forte délégation, a permis aux responsables des structures de Niafenke, Gundam, Tombouctou, Direy et Rarousse vie du parti et faire l'état des lieux. Il me plaît de vous dire qu'à Gourmara-Rousse ici, que l'on soit militant de l'URD ou que l'on soit militant d'autres partis, nous estimons aujourd'hui que nous avons retrouvé ce qui nous unit tous pour Soumaïla Cissé. Cette conférence statutaire dans la capitale du Gourma s'est félicitée de l'adhésion massive dans les différentes structures, notamment le maire de Gundam, Mme Sek Oumoussal, et plusieurs de ses camarades. Quant au candidat, il a salué la tenue régulière des instances du parti. Au niveau de l'IRD, il faut se féliciter de la tenue régulière de nos rencontres. Ceci traduit la vitalité de notre parti. Nous avons régulièrement des adhésions nouvelles. Vous avez parlé du cas de Gundam. Nous en avons connu à Direy aussi, et certainement à Rarousse ici. Demain, il nous faut bien sûr des moyens financiers, il nous faut des moyens matériels, il nous faut surtout des moyens humains. Je pense que nous aurons les moyens qu'il faut pour mener une très bonne campagne présidentielle. Plusieurs recommandations ont été formulées pour une bonne campagne politique. Parmi celles-ci, la prise de dispositions idoines pour la préparation de l'élection des conseillers nationaux, nouer des alliances en privilégiant les intérêts du parti et la mobilisation des fonds pour faire face aux échéances électorales de 2012. Et ce message de la CENI pour refermer cette page politique, le président de la CENI invite les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile à une rencontre d'échange d'informations le jeudi 12 janvier 2012
à 10 h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Le président bissau-guinéen Malam Bakay Sagna est décédé aujourd'hui à Paris à l'âge de 64 ans. Ancien combattant anticolonialiste, pilier du puissant parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, ce ex-chef d'État intérimaire était un vieux routier de la vie politique de son pays. Il a été élu président en juillet 2009. C'est en juillet 2009 que Malam Bakay Sagna est élu président de la Guinée-Bissau. Ce vieux routier de la politique et ex-chef d'État intérimaire prend la tête d'un pays très instable, miné par le narcotrafic. Originaire du Sud, cet ancien combattant a lutté contre le Portugal, ex-puissance coloniale. Malam Bakay Sagna était l'un des cadres importants du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Hospitalisé en France depuis plusieurs semaines, le président Malam Bakay Sagna souffrait de troubles cardiaques et de diabète depuis sa prise de fonction. Il est décédé à Paris à l'âge de 64 ans. Et ce message de condoléances du président de la République, Amadou Toumani Touré, message ainsi libellé. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de mon frère et ami, son Excellence M. Malam Bakay Sagna, président de la République de Guinée-Bissau, décès survenu le 9 janvier 2012 à l'hôpital Val-de-Grâce de Paris. Cette disparition constitue une grande perte pour la République sœur de Guinée-Bissau, pour notre sous-région ouest africaine et pour l'Afrique tout entière. Nous retiendrons de l'homme un démocrate convaincu qui s'était fortement investi pour le retour à une vie constitutionnelle normale dans son pays. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, vous adresser ainsi qu'au peuple bissau-guinéen et à la famille du défunt mes condoléances les plus émues en m'inclinant devant la mémoire de l'illustre disparu. Je prie pour le repos de son âme et formule des vœux sincères pour qu'Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, l'accueille dans sa grâce divine. Message du président Amadou Toumani Touré suite au décès du président bissau-guinéen. En Guinée-Conakry, le dialogue politique peine à s'installer entre les différents protagonistes. C'est dans ce cadre que l'ancien président de la République du Sénégal et actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, était à Conakry pour, dit-on, sauver le dialogue politique. Il a eu des entretiens avec le président de la République, Alpha Condé, les acteurs politiques et les institutions républicaines du pays. Pour sortir leur pays de l'impasse, les Guinéens comptaient sur Abdou Diouf, récemment en visite en Conakry. Mais le secrétaire général de la francophonie n'y est pas parvenu. Le dialogue entre l'opposition et le pouvoir demeure bloqué. Monseigneur Albert Gomez, chargé de piloter ce dialogue, ne semble plus jouir de la confiance des opposants. Et pour cause, le prélat est favorable à un dialogue inclusif. Un dialogue où toutes les composantes de la vie politique guinéenne sont représentées. Nous voulons donner le maximum de chances au dialogue de pouvoir réunir les conditions pour des élections transparentes, crédibles et surtout acceptées par tous. Pour l'opposition guinéenne, la proposition de Monseigneur Albert Gomez, soutenue par le gouvernement, est une blague. Elle ne participe plus aux négociations menées sous l'égide du comité de facilitation du dialogue politique. Un dialogue qui, selon l'opposition, doit être bipartite. Pour l'efficacité du dialogue, il doit être bipartite, c'est-à-dire entre le pouvoir et ses alliés, tous ceux qui soutiennent la position du gouvernement d'un côté et l'opposition de l'autre côté. Cette rencontre entre le président Alpha Condé et les leaders des principaux partis de la Guinée avait pourtant suscité un grand espoir. L'espoir de voir enfin se tenir les législatives, le dernier acte d'une transition politique longue et surtout pénible pour l'écrasante majorité des Guinéens. 2 mois plus tard, l'avenir politique de la Guinée semble sombre. Et ce communiqué, le médiateur de la République, Diango Sissoko, deuxième vice-président de l'Association des ombudsman et médiateurs africains, a effectué à Pretoria, en Afrique du Sud, du 3 au 5 janvier 2012, une visite de travail. Avec ses homologues sud-africains et angolais, il a examiné 3 jours durant
Les questions relatives aux prochaines réunions de l'Assemblée générale et du comité exécutif de l'association, ainsi que la session de formation des collaborateurs des médiateurs. À l'issue des travaux, les médiateurs ont reporté la prochaine Assemblée générale de l'association à Bamako en octobre prochain au lieu de février comme initialement prévu. Réunion du comité de suivi du programme de développement intitulé « Sauvegarde et numérisation des manuscrits de la région de Tombouctou ». Les échanges ont porté sur l'historique du programme, notamment ses acquis et difficultés. Le compte-rendu avec Alpha Maïga. Tombouctou est la ville mystérieuse du Mali. Parmi ces mystères, ces manuscrits qui constituent pour les populations une source de revenus. Leur pétrole, j'allais dire leur richesse. Et c'est pour cette raison que les élus se sont donnés pour mission l'exploitation des manuscrits à travers un programme de développement. Programme qui tient ainsi la première réunion de son comité d'organisation et de suivi au titre de l'année 2012. Ce programme est financé par la région Rhône-Alpes dans le cadre d'une convention avec l'INSA de Lyon. Sur une durée de 4 ans, on en est là à la 3e année de financement. Dans ces manuscrits, on trouve tout. Beaucoup de choses ont été traitées par nos ancêtres et qui se trouvent consignées dans ces manuscrits sur le plan culturel, sur le plan de la médecine, sur le plan de l'éducation. Aujourd'hui, si nous, au niveau de Tombouctou, nous arrivons à exploiter ces manuscrits pour mettre ces connaissances à disposition des nouvelles générations, ça serait une grande chose pour le développement de la région de Tombouctou. Les membres du comité vont échanger sur un certain nombre de points, parmi lesquels la politique pour le futur, l'état des lieux et l'historique de l'action, à savoir acquis et difficultés rencontrées. La première contrainte, c'est que vous savez, ces manuscrits sont anciens, leur manipulation pose problème. On a besoin de les sauvegarder d'abord, on a besoin de les cataloguer, on a besoin de les numériser pour pouvoir les traduire dans un langage audible pour tout le monde. En attendant les conclusions, soulignons que toutes les valeurs de Tombouctou sont dans les manuscrits, ce qui donne aujourd'hui un élan pour le développement de la région de Tombouctou. L'Université des sciences techniques et technologies de Bamako a tenu ce matin sa conférence inaugurale pour la rentrée universitaire 2011-2012. La conférence avait pour thème les connaissances scientifiques au service de l'humanité, quel mérite spirituel et matériel pour le scientifique. Le reportage de Nando Dambélé. La rentrée universitaire 2011-2012 pointe à l'horizon. Les facultés des différentes universités de Bamako affûtent leurs armes pour faire de l'événement une véritable réussite. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente conférence. Actuellement, où on est pour la mise en œuvre du plan d'action pour les préparatifs de la rentrée universitaire, il y a un certain nombre d'activités qui ont été menées. Ces conférences rentrent dans ce cadre-là, où ça consiste à mettre les gens en condition de travailler, de préparer la rentrée. Mais surtout, je l'ai dit, de créer le sentiment de fierté, d'appartenance à une société savante. Le choix du thème, les connaissances scientifiques au service de l'humanité, quel mérite spirituel et matériel pour le scientifique, en dit long. Le but recherché est de replacer la science au service de l'humanité. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, si les productions scientifiques ne sont pas contrôlées et qui répondent à un certain savoir-faire, une éthique, une déontologie, il y aura beaucoup de dérives. C'est pourquoi le conférencier du jour, Mahmoud Diko, a éclaté son thème en 3 chapitres, à savoir l'islam et la science dans le monde, l'esprit et la matière, l'islam et la science au Mali et en Afrique. Ce qui justifie sa conclusion qui est une invite à tous pour que l'école revienne à la société malienne. Plus d'une trentaine de chercheurs nationaux et internationaux sont réunis depuis ce matin au centre de recherche Point Sud. 3 jours durant, ils vont échanger sur plusieurs thèmes, entre autres les indépendances africaines, la santé et le droit, la téléphonie mobile en Afrique. Une rencontre qui vise à mieux cerner les politiques de commémoration des indépendances en Afrique selon les organisateurs. Le reportage avec Tamsir Diabati.
Les chercheurs venus de tous les horizons du monde ouvrent un véritable débat académique sur les indépendances des pays africains. 72 heures d'échange entre sociologues, anthropologues et historiens vont permettre à ces bras séculaires de la recherche d'identifier les politiques de la commémoration des fêtes nationales des pays africains. La rencontre de Bamako, c'est aussi analyser les motivations profondes de la fête des cinquantenaires des pays africains. En travaillant sur cette thématique, nous saurons exactement comment eux de l'extérieur ont vécu ces fêtes d'indépendance. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons suscité ces fêtes d'indépendance en tant que telles? Qui a financé tout ça? Pour quelle fin? Avec ces gens qui ont travaillé qui ont suivi les pays. Il y en a qui ont travaillé sur l'évolution de ces pays-là pendant 10, 15, 20 ans. Et il est bon de savoir un peu qu'est-ce qu'eux, ils pensent du parcours indépendantiste de nos pays-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse profiter, que les jeunes générations sachent ce que c'est que l'indépendance. Ce n'est pas tout. Ces chercheurs européens, africains, américains et asiatiques vont aborder d'autres sujets non moins importants. Il s'agit notamment de la santé et le droit en Afrique, les aspects religieux et l'impact de la téléphonie mobile en Afrique. La question qu'on veut confronter, c'est les aspects symboliques de la construction de la nation et de l'État-nation africain. Il y a beaucoup de travail sur les fondements économiques et politiques des États-nations. Mais il y a un peu moins de travaux, au moins dans les sciences po et dans les sciences sociologiques, économiques. Le Mali est devenu aujourd'hui un carrefour de rencontres des chercheurs grâce au centre de recherche Point Sud, créé il y a plus d'une décennie. Ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme porte à la connaissance de la population que le morcellement et la cession de parcelles de terrain situées dans les servitudes et les emprises des rails sont des opérations illégales. Ces attributions sont faites en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance portant code domanial et foncier et le décret déterminant les formes et conditions de gestion des terrains du domaine public immobilier de l'État et des collectivités territoriales. Aussi, il est à rappeler que ces servitudes et emprises relèvent du domaine public qui est inaliénable et incessible. Ainsi, les titres de propriété délivrés sur ce domaine sont nuls et de nul effet. En conséquence, les détenteurs des dits titres sont invités à arrêter tous travaux sur les parcelles concernées. Ceux qui ne respecteront pas ces instructions s'exposeront aux sanctions légales et réglementaires en vigueur. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. La population du Mali est estimée de nos jours à 14 528 662 personnes. Les femmes représentent 5,4% contre 40,6% pour les hommes. Ce sont là quelques chiffres du 4e recensement général de la population et de l'habitat dont les résultats définitifs viennent d'être restitués. Ce 4e recensement s'était déroulé du 1er au 14 avril 2009 sur l'ensemble du territoire national. Le reportage de Brahma Traoré. S'il y a une évidence sur laquelle s'accordent tous les acteurs de développement, c'est bien celle-là. Il n'y a point de développement sans statistiques fiables. Et c'est tout le sens du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Recensement dont les résultats définitifs viennent d'être publiés. L'on retient surtout que la population du Mali compte aujourd'hui 14 528 662 personnes, sur lesquelles les femmes représentent 50,4% et 2 359 336 ménages ont été recensés. Ces données devront permettre à notre pays de mieux planifier ses stratégies et politiques de développement. Pour mieux appréhender certaines problématiques, il s'avère indispensable de procéder à des analyses plus approfondies des données disponibles. Et c'est pourquoi j'engage l'INSAT à prendre les dispositions appropriées pour mettre en place dans les meilleurs délais des équipes pluridisciplinaires chargées de mener ces analyses qui nous permettront de faire face aux défis liés notamment à la croissance de la population et à sa relative jeunesse.
Le 4e recensement général de la population et de l'habitat a porté sur un certain nombre d'indicateurs. Parmi ces indicateurs, la répartition géographique, les caractéristiques démographiques et socioculturelles de la population, ainsi que les caractéristiques des ménages et de l'habitat. L'opération a été bien conduite grâce aux interventions des partenaires techniques et financiers, avec comme chef de file le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce sont près de 1,5 milliard de francs CFA qui ont été mobilisés par UNFPA depuis 2008 dans le cadre de son appui financier, technique et logistique pour la réalisation du recensement. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat s'est déroulé du 1er au 14 avril 2009 sur l'ensemble du territoire national. L'opération a mobilisé 25 000 agents sur le terrain. Je vous signale donc que les femmes représentent dans ce recensement 50,4% contre 49,6% pour les hommes. Les Aigles du Mali ont entamé aujourd'hui leur regroupement à Kabbalah avec une vingtaine de joueurs, ceux qui ont joué ce week-end avec leur club, comme Seydou Keita, El Hadj Mohamed Traoré ou Cédric Kanté, sont attendus ce soir. Alain Giresse est impatient d'avoir sous la main son effectif afin de préparer sereinement la CAN 2012. Une nouvelle figure a intégré le groupe. Il s'agit de Samba Diakité qui se réjouit de sa première convocation. Nous allons écouter le sélectionneur national et le joueur de l'AS Nancy au micro de Khalifa Traoré. Aujourd'hui, on accueille les joueurs, d'abord ceux qui ont voyagé hier, et puis on attend ceux qui voyagent aujourd'hui, après leur week-end de championnat. Donc pour le moment, tous les joueurs qui devaient arriver jusqu'à présent sont là. Normalement, tout le monde devrait être là ce soir et on aura le groupe pour entamer le début de préparation ici à Bamako. Le groupe qui était appelé de 27 joueurs était fait pour arriver bien sûr à une liste officielle de 23, mais les 27 avaient été choisis parce qu'il fallait attendre de connaître la guérison de certains joueurs qui avaient subi des opérations. Donc on a eu des réponses sur certains, comme Adama Koulibaly déjà il y a un petit moment, Amadou Sidibé qui est des forfaits. Idrissa Diakité, lui, s'est remis et nous sommes en suspens, en attente en tout cas de réponse, avec Kalilou Traoré qui est allé consulter son chirurgien et nous allons attendre jusqu'à ce soir, voire demain, pour prendre la décision en fonction de son état, s'il est capable ou non de participer. Donc voilà un petit peu ces contraintes que l'on a pour finaliser Mais en tout cas, on partira au moins à 25 joueurs, parce que si au cours de la préparation aussi au Togo, nous avons des blessés, qu'on ait la possibilité de l'échanger avec des joueurs qui sont ici à proximité. On a beaucoup d'ambition, mais on ne peut pas les cibler. On ne peut pas dire qu'on vise plus une place qu'une autre. On va simplement avoir l'ambition de faire une grande Coupe d'Afrique, d'être très performant, d'être les meilleurs possibles. Qu'est-ce que ça peut donner ? Ce n'est pas la peine de se limiter sur une place précise. Mais surtout qu'on ait beaucoup d'ambition et d'envie de faire un bon résultat, un grand résultat. Déjà, ça me fait super plaisir. Ça faisait un moment que j'attendais cette sélection. J'ai été très bien accueilli. Je suis très, très, très content d'être ici. Et j'espère que pour le premier entraînement, ça va bien se passer. Depuis toujours, depuis tout petit, mon premier objectif, c'était d'être signé pro. Et après avoir signé pro, mon objectif, c'était de venir avec la sélection du Mali. Aujourd'hui, je suis très, très, très content d'être ici et j'espère que ça va bien se passer. C'est vrai que je suis en instance de transfert. Pour l'instant, je suis encore sous contrat jusqu'à Nancy. Le plus important pour moi, c'est d'être à la CAN avec le Mali. J'espère qu'après la CAN, je serai fixé sur mon objectif. C'est la première sélection pour une compétition comme la CAN. C'est vrai que c'est assez, c'est quand même un truc d'exceptionnel. Et j'espère qu'avec le potentiel qu'on a avec l'équipe là, qu'on va faire quelque chose. Avec une équipe comme ça, l'objectif c'est d'aller jusqu'à la finale. C'est des joueurs que je connais pratiquement tous, même ceux qui jouent dans les championnats étrangers, je les regarde. Une équipe jeune, encadrée de 2-3 grands joueurs. Et on a une bonne équipe, quoi. Et pour le public bamakois, demain les Aigles jouent en amical contre une sélection locale au stade du 28 mars. Et en levée de rideau, le gouvernement sera face à la Fédération malienne de foot à partir de 17h.
Football toujours au compte de la 6e journée du championnat national. Hier dimanche au stade Modibo Keïta, le CSK et l'AS Real ont fait match nul 2 buts partout. Le stade malien de Bamako a été battu par la Jeanne d'Arc par 2-0. Avec cette défaite, les Blancs de Bamako perdent la tête du classement. Le compte rendu de ces deux matchs avec Abdul Karim Kaba. Stade malien de Bamako, Jeanne d'Arc est un mini derby vu les relations entre ces deux formations. Pour cette journée de dimanche, c'est cette affiche qui retenait l'attention de presque tout le monde. Dans ce match, 12 minutes ont suffi à la GIA d'ouvrir le score grâce à un joli 1-2 entre Bougader Fomba et Sadio Tunkara. Ce dernier est l'auteur de ce but. Menés, les Blancs de Bamako tentent de réagir, mais en vain jusqu'à la mi-temps. Au retour de vestiaire, même scénario. Le dispositif tactique mis en place par le coach de la Jeanne d'Arc est difficile à dissoudre par son collègue du stade. À chaque fois que les pensionnaires de Soutiba amorcent une attaque, elle est anéantie par les jeunes de la GIA. Finalement, ce qui devait arriver arriva dans les arrêts de jeu. Encore Sadio Tunkara sur un contre signe son doublé, le deuxième but également de la Jeanne d'Arc. Le Stade malien de Bamako essuie là sa toute première défaite de cette saison. La victoire des Bleus est l'œuvre de tout le monde, mais en particulier celle du portier Mamadou Fodé Camara qui a bien joué sa partition. Auparavant, le CSK était face au Real. Les centristes 3e au classement commencent bien le match. 10e minute, Abdoulaye Bangoura est fauché dans la surface. Sans peine, Issaka Samake transforme ce penalty. Décidés, les Scorpions entreprennent des actions pour revenir, ce qui sera chose faite à la 26e minute par Salif Balo. 1-1, résultat à la pause. En seconde période, le Real revient en force. À la 71e minute de jeu, à peine entré, Nikondao double la mise pour le noir et blanc. Après, les attaquants réalistes manquent de lucidité pour aggraver les scores. Le nouvel entraîneur du Real, Mamadou Kane, qui voulait une victoire pour démarrer, voit ses espoirs s'envoler lorsqu'Aboubakar Tunkara égalise pour le CSK sur un coup franc dans les arrêts de jeu. 2 buts partout, score final. Au démarrage de cette rencontre, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de Ndiaye, reporter sportif à la radio Clédou, décédé samedi. Et le magazine Santé du jour qui nous parle de santé, de mortalité maternelle, un sujet qui préoccupe toujours en Afrique au sud du Sahara. Tenez, chaque année, plus d'un demi-million de femmes meurent dans le monde en donnant la vie et le tiers de ces décès se passe en Afrique au sud du Sahara. Les dernières statistiques au Mali parlent de 464 décès pour 100 000 nouvelles naissances vivantes. Un chiffre qui réconforte quelque peu, mais laisse entendre qu'il faut plus d'efforts pour protéger la mère qui donne la vie. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Dambélé. La santé maternelle est un concept qui concerne la femme en tant que mère. Elle renvoie à l'idée d'une grossesse qui survient et se développe dans un corps sain et dans des conditions optimales, tout comme la naissance du bébé et son éducation. La mortalité maternelle constitue aujourd'hui l'un des plus graves problèmes de la santé de la mère, si grave qu'elle est qualifiée de honte des temps modernes et qu'elle est retenue comme le 5e des objectifs du millénaire pour le développement OMD, qui se propose entre 1990 et 2015 de réduire de 2 tiers dans le monde le nombre de femmes qui meurent en procréant. Dans le monde, tous les ans, il décède plus d'un demi-million de femmes. Ces femmes décèdent pendant la grossesse, en donnant la vie, ou dans les premiers jours, dans les jours qui suivent la naissance. Et quand on regarde même cette répartition, on se rend compte que dans les pays hautement industrialisés, cette mortalité maternelle n'est plus un problème. Elle l'était au siècle dernier. Et 99% de cette mortalité maternelle se situe dans les pays dits en développement. Et dans ces pays-là, également, la répartition est inégale, parce que l'Afrique, au sud du Sahara, paye l'un des plus lourds tributs à cette situation. Près du tiers de ces décès, tenez-vous, se passe en Afrique, au sud du Sahara, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Il y a 120 000 décès par an
en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Une tragédie malgré les connaissances que l'humanité a accumulées en matière de santé. Au Mali aussi, les statistiques en matière de mortalité maternelle relèvent à la fois des progrès accomplis et plus d'efforts à fournir. En 2001, nous étions à peu près à 577 pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire que nous avions une situation de pratiquement un peu plus d'un décès toutes les 3 heures dans notre pays à l'époque. Et vers les années 2006, ce taux a même légèrement augmenté parce qu'il était de 582 pour 100 000 naissances vivantes pour être à un niveau de 464 pour 100 000 naissances vivantes dans les dernières enquêtes qui ont été faites il y a de cela pratiquement 2 ans. Ces statistiques sont établies sur la base d'un certain nombre de critères. Elles ne comptabilisent que les femmes qui meurent au cours de la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent la fin de la grossesse. Autrement dit, une mère qui trouve la mort dans un accident de la voie publique n'est pas comptabilisée. Pourtant, les causes de la mortalité maternelle sont connues. On sait que l'hémorragie, les saignements, sont la principale cause dans notre sous-région. Les saignements qui interviennent pour pratiquement le tiers, qu'on appelle des hémorragies, 30%. Et nous avons les infections qui se situent autour de 20-25%. Nous avons les problèmes liés à l'hypertension qui, eux, sont de l'ordre de 19%. Et nous avons également les problèmes liés aux avortements de l'ordre de 13%. C'est ce que nous appelons les causes directes. À cela, il faut ajouter les facteurs favorisants considérés comme ceux qu'il y a de trop. Ce sont les 4 trop qui caractérisent, n'est-ce pas, notre environnement. Les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop précoces, les grossesses trop tardives et les grossesses trop rapprochées. D'où la nécessité, selon les spécialistes, de surveiller l'évolution de la grossesse en traitant les maladies qui apparaissent, en prodiguant des conseils comme une bonne alimentation, le repos et surtout une politique sanitaire. Au Mali, les efforts de l'État ont abouti à la mise en réseau des différents types de centres de santé, une mise en réseau qui a à son tour permis la référence contre référence, la gratuité de la césarienne et le traitement du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Je reprends donc ce communiqué à l'occasion du voyage à New Delhi en Inde de son Excellence M. Amadou Toumani Touré, président de la République. Dans le cadre d'une visite officielle, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le lundi 9 janvier 2012 les membres de la délégation présidentielle à 22h40, les membres des corps constitués désignés à 23h. Le décollage de l'avion est prévu pour 23h40. Cette édition s'achève. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 10h. Je vous retrouve pour les éditions du soir. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.